Bonjour et merci d'être si nombreux, puisque là je viens de compter, on est plus d'une centaine, avec 170 inscrits à la date d'hier soir vers minuit. Voilà. Donc merci en tout cas de votre présence. Et c'est vrai, juste pour dire un petit mot sur la Cloud Week Paris, et on est à peu près entre 4000 et 5000 personnes qui s'éparpillent sur 27 événements, dont 10% d'étrangers. L'année prochaine, ce sera encore plus orienté vers l'étranger, et plus particulièrement, je crois, vers la Chine aussi. Voilà. Donc, je voulais remercier notre président pour cette introduction qui nous a un peu parlé de cette nébuleuse, ce paradoxe entre la téléphonie traditionnelle, la communication unifiée. Effectivement, là, on dit que la France est un peu en retard, mais on sait que la France est capable de rattraper très vite son retard. Et on voit que de plus en plus nos politiques commencent à comprendre l'intérêt du numérique. Alors, je suis là pour faire la transition et commencer par une première table ronde qui va durer 45 minutes. Donc, la règle, c'est que chaque société se présentera et il y aura des questions qui seront posées par un animateur. Donc, je vais commencer par appeler donc la première table ronde, et alors c'est peut-être, hop, on va la voir là, est sur la visioconf. La visioconférence, comment se positionner entre les modèles collaboratifs, le WebRTC, les solutions cloud et les salles. Donc je vais commencer à appeler Hugues de Bonaventure, Country Manager de LifeSize. Alors on n'a pas la musique, hein. LifeSize, le spécialiste de solutions de visioconférence dans le cloud. Donc tu viens, ton badge. La deuxième personne, le deuxième intervenant, Patrick Bergogneau, PDG du CIRPAC. Le CIRPAC est éditeur spécialiste de solutions de communication de services de VoIP pour les opérateurs. On verra que Patrick a repris cette fonction assez récemment. Le troisième intervenant, Bertrand Pourcelot, président directeur général de Sentil. Sentil, qui est un éditeur de la région PACA, Sophie Antipolis, qui est un éditeur international de plateformes de communication unifiées pour les opérateurs fixes, mobiles, et qui cible plus particulièrement les entreprises. Et comme effectivement animateur, ce serait notre président, Stéphane Grasset, président du CDRT et directeur associé de Absucom, un intégrateur d'Île-de-France. Voilà, vous avez donc 45 minutes pour nous apporter un éclairage sur ce sujet de la visioconférence. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Bertrand, Hugues et Patrick. Donc on va démarrer par peut-être une première question à chacun d'entre vous de manière successive. Et la règle qu'on s'est fixée pour cette table ronde, c'est effectivement d'avoir des réponses assez brèves et succinctes pour qu'on puisse aborder un maximum de questions. Donc je vais vous demander à chacun, finalement, votre positionnement de société dans le cloud. Bonjour à tous. Alors Sentil, comme l'a dit Philippe, on a un rôle d'éditeur et on est un pionnier du cloud. Ça fait plus de 15 ans en fait qu'on promeut les solutions, alors au départ hébergées et mutualisées pour les opérateurs et intégrateurs. Et je me réjouis vraiment de voir une telle audience. Je peux vous dire qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait un petit peu de monde, un peu moins de monde sur ces termes et sur ces tendances du marché. D'ailleurs, le nom Sentil vient de percentile, qui veut dire fraction du revenu, donc déjà un nom qui est inspiré des modèles en mode SaaS. Et puis, par chance, ça vient juste avant Cisco dans un annuaire, donc ça ne nuit pas. Donc, éditeur de plateformes pour opérateurs, pour intégrateurs au sens large, de téléphonie, de convergence fixe mobile et de communication unifiée. J'ai vu dans certaines des slides parfois un accent un petit peu orienté voix, remplacement PABX, remplacement SVI, remplacement ACD. La communication unifiée, je pense, va plus loin et c'est ce qu'on va voir dans cette table ronde sur la vidéo et sur la collaboration. Donc Hugues de Bonaventure, donc je suis en charge de l'activité LifeSize France. Alors déjà, je voulais remercier le CDRT pour m'avoir permis de présenter la société à cet événement. Et ça me semblait évident, en tant que LifeSize, qu'il fallait participer à un événement sur le cloud. LifeSize, c'est une solution qui est éditeur et constructeur de solutions de visioconférence, et je dirais maintenant de communication d'entreprise.
On est une société, on est une division du groupe Logitech qui fait à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est une division, la division B2B, avec un siège qui est basé à Austin, au Texas, donc avec un poids américain qui est assez fort. Et en fait, alors c'est intéressant parce que nous, on a suivi cette évolution. Là, on n'a pas démarré avec le cloud. On est à la base constructeur de solutions de visioconférence, puis de cloud privé quelque part, puisqu'on a développé une infrastructure totalement logicielle virtualisable pour nos clients. Et enfin, depuis 1 an, nous commercialisons une offre de cloud public qui est basée sur une infrastructure mondiale, sur la base d'une infrastructure IBM SoftLayer, avec une vingtaine de points de présence dans le monde. Et ceci nous permet aujourd'hui de participer à cette aventure du cloud depuis plus d'1 an. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de... En tout cas, l'appétence pour ces solutions, y compris en France, est réelle et vraie. Et on a une bascule qui est assez rapide, et je dirais beaucoup plus rapide que ce que je pensais moi au démarrage il y a 1 an, lorsqu'on a commercialisé cette offre. Merci Hugues. Patrick. Merci, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors CIRPAC, c'est le monsieur Jourdain du cloud. Un système de communication sur IP, c'est une infrastructure avec des systèmes et des applications, et puis des services qui sont distribués. Donc les plus de 60 millions d'utilisateurs quotidiens des produits CIRPAC utilisent des applications qui sont distribuées via le net, on peut dire du cloud. Mais nous avons décidé de faire plus et de continuer d'aller développer notre activité un peu plus loin dans le cloud. Et c'est pour ça que je peux saisir l'opportunité de cette tribune pour vous annoncer que CIRPAC continue son évolution et a décidé de faire l'acquisition de la société Andrexen, qui permet à CIRPAC de disposer d'offres maintenant dans le WebRTC, de communication unifiée, de vidéo, et qui va permettre à nos clients et partenaires de développer encore un peu plus leurs services à l'intérieur et à travers le cloud. Merci. Merci Patrick. Alors ça c'est une nouvelle importante. Merci de nous réserver la primeur de cette annonce déjà. Et puis ça veut dire que quand tout à l'heure Philippe disait que CIRPAC est positionné historiquement principalement sur les opérateurs, le marché des entreprises est un marché important pour toi également. Oui, alors c'est un marché très important pour nos clients, mais il est clair que notre positionnement va maintenant nous permettre d'accéder et d'adresser plus directement, je dis plus directement parce que notre métier c'est pas d'adresser des clients entreprises directement, mais plus directement les entreprises par des canaux nouveaux que nous sommes en train de développer. Alors on reviendra justement tout à l'heure sur le business model et vous me direz ce que vous en pensez. Les freins, quand on a échangé les uns les autres sur cette table ronde, Hugues, tu me disais que les freins, à ton avis, aujourd'hui, sont plus d'ordre psychologique et liés à l'écosystème que technologique. Est-ce que tu peux développer un peu ? Très clairement, les freins aujourd'hui, alors on est tous certains des vertus du cloud, hein, et tu l'as expliqué tout à l'heure en introduction, la facilité d'adoption de la solution, la rapidité avec laquelle on va pouvoir la déployer, l'impact faible en termes de CAPEX et de coûts opérationnels pour l'entreprise. Mais en effet, quels sont les freins ? Alors, pour moi, en effet, ils sont plus d'ordre psychologique et éventuellement liés à l'écosystème. Alors, psychologique, je pense plutôt aux clients. Il en reste encore certains clients qui se disent « Est-ce que je vais pouvoir mettre mes solutions de communication dans le cloud en termes de sécurité ? Quel va être l'impact au niveau sécurité ? Est-ce que ces données sont sécurisées finalement ?» Alors nous pensons que justement dans le cloud, les données sont d'autant plus sécurisées qu'elles sont dans le cloud. On a la capacité de mettre des moyens en termes de solutions informatiques, de filtrage des spams, etc., qu'une entreprise ne pourrait pas se permettre. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis après, l'ordre psychologique l'ordre lié à l'écosystème pour les partenaires, puisque nous vendons de façon totalement indirecte notre offre aux entreprises. Là, je dirais, oui, c'est toujours compliqué pour un intégrateur, je dirais, traditionnel, qui a vécu et qui a développé des offres déployables chez les clients. On a parlé de l'IPBX, par exemple, de passer dans un mode cloud où il voit sa part de service fondre comme neige au soleil. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est la part de service liée au déploiement d'une solution et à son installation. Mais il ne faut pas oublier que le cloud va développer toute une offre de services nouvelle pour l'entreprise
qui va être lié au conseil, qui va être lié à l'accompagnement de la société dans sa transformation et à l'adoption de la solution. Parce que, comme tu le disais, il y a pléthore d'offres cloud et il faut aider l'entreprise à se retrouver dans ce monde. Alors justement, Bertrand, j'ai utilisé le mot silo tout à l'heure, mais je te l'ai emprunté. Tu nous disais que justement un des freins, c'est que les applications restent encore un peu en silo, il faut simplifier les usages. Oui, effectivement, j'utilise souvent le terme silo, parce que finalement, les offres en mode hébergé ou en mode SaaS, ça existe depuis assez longtemps. Et dans la conférence et dans la collaboration, des acteurs comme Arcadin, maintenant NTT, ou PGI, commercialisent avec, ma foi, pas mal de succès ces offres, plutôt à destination de TI ou de grands comptes, mais souvent donc en mode silo pour l'utilisateur final, c'est-à-dire que chaque type d'usage a son interface particulière. Alors l'avantage de ce mode silo, c'est que c'est facile à déployer, on ne fait pas un projet d'intégration, donc en tout cas moins d'intégration, et donc le time to market est privilégié. En revanche, pour l'utilisateur final, c'est se former à un silo différent pour chaque type d'usage. Peu d'intégration annuaire, une petite communauté qui partage, mais voilà, peu d'interconnexion globale. Et je pense que l'évolution ces dernières années est double. D'un côté, les utilisateurs finaux ont été éduqués par les poids lourds du secteur, dont Microsoft, et aussi par le marché grand public. Mais ensuite, l'expérience utilisateur progressivement est simplifiée, avec des éditeurs qui fournissent des solutions préintégrées. C'est par exemple notre cas avec une intégration avec la société Sitecall, qui est notre partenaire sur la collaboration. Donc des intégrations en mode cloud pour fournir la meilleure expérience utilisateur, sans réinventer la roue, mais en se concentrant sur la simplicité d'usage. Une seule interface et une intégration au portail métier. Voilà, le portail, pour moi, est l'outil de la simplification pour l'utilisateur final. Merci Bertrand. Donc les sociétés qui vont accompagner, si je reprends un petit peu ce que vous avez dit tous les deux, il faut travailler sur les usages, il faut changer finalement notre offre de service pour accompagner nos clients. Patrick, tu me disais qu'il y avait d'autres freins aussi internes à l'entreprise en termes de peur de ne pas avoir les compétences, de problématiques de pouvoir dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Comment dire ça ? La mise en place d'un système de communication unifié change drastiquement les modes de fonctionnement au sein d'une entreprise. Moi, j'en fais l'expérience tous les jours. On a l'avantage d'avoir des équipements qui nous permettent de développer ça chez nous. Donc, on a développé un système de communication unifié au sein de Sirpac. Je ne vous donne pas la marque du produit. Je pense que vous l'avez compris. Ça permet une rapidité de communication incroyable, en particulier la vidéo sur le web RTC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'information de présence, on communique avec les gens, et finalement, la communication qui était une communication de déplacement de bureau à bureau, elle continue, mais elle se fait à 10 ou 15 000 km de distance. Donc les entreprises structurées verticalement avec des hiérarchies bien arborescentes peuvent avoir du mal à ne pas comprendre l'intérêt de ce type de communication horizontale et avoir même essayé de la réfréner. Ça, c'est le premier point, donc je pense un point de résistance au changement assez naturel. Il y a une deuxième résistance au changement qui vient des techniciens. Une application de communication unifiée, c'est en effet un équipement de télécom, mais c'est beaucoup une application informatique. Ça veut dire que les opérateurs ou les responsables de la division ou du département télécom d'une entreprise rentrent dans un monde dans lequel on fait fonctionner des data centers, on héberge des applications en mode IP à distance, on les exploite à distance et en fait, on ne sait pas faire du tout, quoi. Donc, puisque je ne sais pas faire, il vaut mieux que je ne fasse pas. Comme ça, au moins, je garde mon job. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de freins psychologico-organisationnels qui sont importants. Et le travail est à faire au niveau des directions générales pour leur faire comprendre que mettre en place des applications de communication unifiées,
c'est apporter une création de valeur importante dans leur entreprise, et que par ailleurs, il va falloir qu'ils gèrent un peu le changement auprès de quelques-uns de leurs individus, de manière à les faire évoluer vers d'autres métiers. Donc il y a toujours un travail d'évangélisation et d'éducation probablement du marché pour faire comprendre. Alors justement, est-ce que les acteurs dans la chaîne de valeur, leur rôle va changer? Je montrais un slide tout à l'heure avec le positionnement de Microsoft, Google, Salesforce. Dans votre domaine à vous, est-ce que vous voyez effectivement un modèle éditeur, distributeur, revendeur, client final? Vous chantez le distributeur et le revendeur pour leur donner un rôle différent? Vous continuez à travailler avec eux, Hugues? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure sur l'évolution des métiers, mais alors moi je reste persuadé, alors je pense qu'il y a différentes approches, mais je reste persuadé que l'intégrateur reste et garde un rôle extrêmement important dans notre dispositif, puisqu'il est le partenaire de proximité du client final. Alors c'est tout particulièrement vrai pour la moyenne et grande entreprise. Peut-être sur la TPE, on peut éventuellement se poser un certain nombre de questions. Après, en termes d'acteurs, et si je pense à ma société Livesize, nous qui sommes éditeurs, constructeurs de solutions, notre évolution vers le cloud fait qu'on se retrouve en compétition avec des offres opérateurs. Donc on voit bien que les métiers constructeurs et les métiers opérateurs, il y a potentiellement à terme des zones de friction, même si on traverse les autoroutes des opérateurs mondiaux. Voilà, première... Et distributeurs réaction. Et les distributeurs ont un rôle... alors alors c'est un peu particulier parce que nous, dans notre offre Livesize, on commercialise des salles et cette offre cloud, donc une offre de service d'un côté et aussi une offre d'équipements qui sont déployables chez les clients. Et le distributeur garde tout son rôle d'animation de la force de revendeur et logistique sur l'ensemble de nos produits. Donc si je comprends bien, on fait attention quand même de ne pas bousculer trop les modèles établis pour le moment. Bertrand, j'ai compris que tu avais deux modèles de go-to-market différents en France et aux États-Unis. Alors oui, ça c'est une nouveauté pour Sentil. Bon, tout d'abord, depuis 15 ans, nous, on a fait le choix de travailler avec les canaux, qu'on appelle opérateurs, mais c'est opérateurs au sens très large, opérateurs fixes, opérateurs mobiles, intégrateurs, distributeurs, revendeurs de PBX qui va dans le cloud, hébergeurs qui rajoutent la voix, opérateur switchless qui veut produire ses propres services télécoms. Voilà, c'est cette grosse catégorie qu'on appelle opérateurs. On s'est fié à leur feedback de terrain. On a appris sur le terrain pendant 15 ans. Il a fallu être agile, habile. Aujourd'hui, on compte plus de 60 clients opérateurs. Ça représente plus d'un demi-million d'utilisateurs au quotidien dans les entreprises. Donc ça, c'est en Europe et en France. Et récemment, on a fait le choix de créer une joint venture aux États-Unis avec un opérateur pour commercialiser à la fois en direct et en indirect un service de téléphonie auprès des entreprises et des canaux. Sur ce marché-là, où on a très peu de clients, très peu de références, on a fait le choix d'avoir une approche plus directe et de voir comment le marché allait évoluer. Il faut noter qu'aux États-Unis, le marché est beaucoup plus mature. On a parlé de 6 à 10% en France d'entreprises qui utilisent de la téléphonie hébergée. Aux États-Unis, plus de 50% des PME qui passent à l'IP choisissent une solution hébergée, avec des gros leaders sur le secteur comme Packet8, donc 8x8, la société américaine, comme Vonage, et aussi des gros opérateurs, donc un marché plus mature. Sur cette adoption, il faut bien dire que jusqu'à il y a 3 ans, il n'y avait juste pas de marché. Donc les constructeurs, les éditeurs essayaient de vendre des systèmes le plus gros possible pour essayer de générer du chiffre d'affaires. Nous, depuis déjà plus de 5 ans, on a fait le choix du modèle économique de type SaaS. Donc on est dans le même bateau que l'intégrateur, que l'opérateur. On n'aura des revenus que si la solution se déploie. Et ça nous a vraiment rapprochés du terrain. Je pense que c'est un élément clé dans le travail avec l'intégrateur de proximité. Merci Bertrand. Patrick, tu parles de canaux indirects aussi, mais pas forcément les mêmes selon les segments de clients. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je pense qu'on verra de moins en moins de camionnettes dans les rues, de camionnettes d'installateurs téléphoniques. Alors Madame Hidalgo va nous remercier,
très probablement. C'est bon pour l'économie et pour le green. Mais en effet, je pense que les services de communication vont se distribuer par le net. Et donc les installateurs téléphoniques vont devoir changer leur mode de distribution. Il n'y aura plus à transporter les fameux PBX devenus IPBX, mais on vendra du service qui sera probablement du service à la ligne. Donc ça voudra dire une commercialisation différente. Ça veut dire aussi que quelqu'un devra opérer tout ça. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On parle d'applications, on parle de data center. Les pros des data centers seront probablement les grossistes de la distribution de ce type de service. En tout cas, nous, on y croit beaucoup. Évidemment, les autres canaux qui sont les opérateurs de télécom sont des canaux importants pour nous, qui adressent des clientèles de taille différentes. Donc je pense qu'il y a une vraie segmentation qui est en train de se faire entre les PME, alors je ne sais pas quelle est la taille, jusqu'à 100 lignes, disons, comme ordre de grandeur, le groupe des entreprises qui vont jusqu'à l'ordre de grandeur du millier, et puis le groupe des entreprises où l'ordre de grandeur c'est des dizaines de milliers. Là on trouve une vraie différence. Et deuxième différence, je pense qu'on verra une différence assez majeure entre les entreprises nationales, régionales, nationales, enfin qui restent à l'intérieur de notre pays, et celles qui sont réparties mondialement, qui ont besoin de services très différents en termes de support. Merci Patrick. Alors je ne sais pas si on verra plus de camionnettes, j'en doute, parce que quand il faut installer des salles de visioconférence avec des écrans 4K de 85 pouces, il faut une sacrée camionnette, il faut pas mal de bras. Donc, bon. Alors justement, transition. La visio, le marché de la visio est en baisse trimestre après trimestre depuis probablement 1 an et demi. Par contre, en nombre d'utilisateurs, il y a une croissance très importante. Phénomène durable, qu'est-ce qui se passe, Hugues ? Alors, on est exactement, nous, on est au cœur de ça. Hein. C'est-à-dire que si on regarde le marché de la visioconférence, nous, au début, on était constructeurs de solutions de visioconférence. C'était des salles qui communiquaient entre elles. Et je dirais que l'accès au service était finalement très limité parce qu'il fallait, pour les employés, d'aller dans la salle qui se trouve à Paris, aller dans la salle qui se trouve à Lyon et faire la visioconférence. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des solutions, et en particulier notre offre Lifesize Cloud, qui permet d'agréger des clients nomades sur PC, sur Mac, sur smartphone, et des salles avec un service unifié, une expérience utilisateur unique, que l'on soit dans la salle ou que l'on soit sur son client nomade, et une ouverture en termes de protocoles vers des solutions donc complètement standards que sont les protocoles SIP H323, Microsoft avec Link, etc. Et en fait, de ce fait, aujourd'hui, on est à même de pouvoir fournir à l'entreprise une solution complète qui va couvrir l'ensemble de ses besoins de communication, à la fois pour l'employé, derrière le PC, le smartphone et éventuellement son système de salle personnelle, et aussi, je dirais, les salles traditionnelles. Et du coup, le champ d'action est beaucoup plus fort et potentiellement l'ensemble des employés à tout moment va pouvoir accéder au service. Et alors là on est clair, c'est du coup l'échelle est beaucoup plus forte et beaucoup plus grande. Les gens vont l'utiliser, c'est comme le téléphone portable. Dans une entreprise, s'il y a 2 personnes qui ont un téléphone portable, oui, on l'utilise un petit peu. Quand tous les employés ont le téléphone portable, tout le monde l'utilise. Et on arrive là. Et de ce fait, je pense que les solutions évoluent. Donc, quand on parle de visioconférence, maintenant, je dirais qu'il faut parler de communication d'entreprise avec la composante visio, plutôt que de visioconférence. Et si on regarde ce type de solution, du coup, on a un champ d'application qui est complet. En l'occurrence, si moi je regarde notre solution, on intègre évidemment cette communication visio, on intègre l'audioconférence et on intègre aussi la webconférence dans une même solution pour l'entreprise. Bertrand, pareil, c'est de la collaboration. Et j'appelle quelqu'un à un moment donné, je choisis le canal que j'utilise. C'est pour ça que vous avez intégré une dimension de visio avec Sidecall. Tout à fait. Donc nous, par rapport à la remarque précédente, ce qu'on voit, c'est une forte tendance à l'outil personnel et mobile. Donc effectivement, les salles de conférence, je dirais à part dans quelques sociétés CAC 40, on n'en voit pas beaucoup sur le terrain. Si on en voit dans éventuellement le showroom Polycom à la Défense, mais sinon sur le terrain, les PME disent je veux une solution
pour mes employés mobiles, facilement utilisables, et avec une interface unifiée avec ma solution de communication globale, fixe, mobile. Donc l'ubiquité est vraiment importante. Il faut que ça marche partout, sur n'importe quel terminal, et ça, c'est un énorme challenge. Et on entend du buzz autour de WebRTC, mais ça reste pour l'instant un outil de démonstration. Il est révolutionnaire, mais il reste un outil de démonstration. Ça me fait penser à SIP il y a 10 ans, sauf que ça a pris 10 ans. C'est pour ça que nous, on travaille donc avec un partenaire spécialisé qui garantit cette ubiquité. Si le browser fait du WebRTC, il en fait, mais j'ai pas le savoir, parce que ça, c'est pour les geeks. Il y en a sûrement dans la salle, etc. Mais l'usage est important et j'ai pas besoin d'être un spécialiste technique. Donc, soit je fonctionne en WebRTC, soit j'ai un driver ou une appli qui s'auto-installe et l'usage est juste simple. Donc, la simplicité de l'usage nous semble vraiment primordiale et intégrée à l'ensemble de communication de l'entreprise. Et c'est là aussi que l'intégrateur ou le fournisseur de services a un rôle, parce que l'unification du portail, c'est son identité. L'éditeur peut l'aider le plus possible, et c'est ce qu'on fait, pour que le time to market soit court, mais l'intégrateur simplifie l'expérience finale en unifiant les différentes briques via un portail. Alors, juste avant de passer la parole à Patrick sur la partie WebRTC, rupture techno, Hugues, juste une parenthèse. Tu me disais, plus il va y avoir d'utilisateurs à titre personnel, plus on va avoir de salles aussi. J'ai trouvé ça un petit peu paradoxal. Clairement, en tout cas, c'est ce qu'on observe, nous, et on n'a jamais vendu autant de salles depuis qu'on a développé cette offre cloud. C'est ce que je disais, donc la démocratisation de l'usage à travers les clients nomades fait que la solution est utilisée, et du coup, quand on l'utilise, on passe 1 heure sur son PC à faire sa visio, 2 heures par jour, 3 heures. Bon, il y a un moment donné, là, ça devient juste insupportable. Et on va passer à la solution de salle en termes de confort, en termes de confort de communication. Et du coup, en fait, je suis persuadé qu'il va y avoir un développement fort des solutions de salle aussi, des petites salles, moyennes et grandes salles, liées à ce confort d'usage, lié justement à une utilisation d'autant plus forte qui est faite de la solution dans la durée. Moi qui suis un utilisateur, forcément, je dirais, quotidien et un gros consommateur, je vais prendre par défaut la communication sur le système de salle, puis sur le PC, en dernier recours sur le smartphone, quand je ne peux pas faire autrement. Et je ne pourrais pas me passer d'une solution de salle. Merci. Donc toi, Patrick, les camionnettes vont continuer à être là pour mettre les grands écrans. Puis il faudra installer des routeurs. Absolument. Rupture technologique. Alors on a parlé du WebRTC. Et puis il y a aussi, tu me disais, mais le mobile, alors c'est pas une rupture technologique, mais par contre dans l'usage de la communication comme terminal principal, pour rejoindre l'aspect ubiquité qu'évoquait Bertrand. Alors, rupture technologique récente ou à venir, voilà, quel commentaire? Alors tu me poses plusieurs questions à la fois, donc c'est un peu compliqué, je te remercie. Tu n'en avais pas préparé comme ça. Non, en plus, alors il faut se mettre à réfléchir, c'est terrible. Ouais. Tout d'abord, on a plusieurs milliers de clients qui utilisent le WebRTC tous les jours, et je peux vous assurer que pour eux, ce ne sont pas des geeks, et ils sont très très heureux d'avoir cette solution-là. Ça leur change la vie, et ça leur change la dynamique dans les entreprises. Deuxième point, ça change aussi la vie de nos clients opérateurs, parce qu'eux, ils sont heureux, ceux qui ont déjà acquis notre solution. Et je vous passe le regard ébahi et heureux des directions commerciales et marketing de nos prospects opérateurs de télécom quand ils voient notre solution en se disant « Ah, avec ça, je vais limiter mon churn, et en plus, avec un peu de chance, je vais même augmenter mon ARPU ». Et je pense que c'est une chose qui est importante pour vous, vous le savez tous, et les solutions qu'on apporte sont des solutions qui sont très très efficaces pour ça. Parlez-en avec ceux qui les utilisent déjà. L'autre question, c'était le mobile. Oui, WebRTC ou WebRTC, la com, elle doit s'établir entre les mobiles et les fixes. Alors je regardais une statistique qui était assez amusante. Je crois qu'il y a des prévisions pour 2-3 ans devant où on dit 85% des communications vont se réaliser en mobilité. Super. Et juste derrière, 14% de ces accès à Internet vont se faire en mode cellulaire. Ah. Donc en fait, on va faire du mobile avec du fixe, quoi. On fait du mobile avec du Wi-Fi. Donc la réalité des choses, alors nous, pas qu'on est super en avance. Dans notre siège à Paris, on n'a plus de fixe, on n'a plus de fil.
Donc en fait, on est 100% mobile, 100% WebRTC, 100% communication unifiée. C'est pas vrai, en fait, on est chez nous, on est connecté en Wi-Fi, et puis quand on sort de chez nous, et ben, ça bascule sur la 4G, et puis on continue à faire de la data. Et donc à utiliser les communications en mode data, et puis quand on sort de notre pays, ben, on met une puce data, puis ça ne nous coûte rien de faire du roaming. Donc en fait, les questions du roaming sont aussi réglées par ce genre de système. Deuxième point, oui, il faut aussi communiquer avec les quelques mobiles, enfin les mobiles qui sont eux connectés en cellulaire. Donc on est en train de délivrer là les prochaines versions de notre produit intégreront en fait la communication vidéo entre un terminal WebRTC, donc plutôt de type PC évidemment, et puis un terminal mobile. Sachant qu'aujourd'hui on fait du fixe à fixe et du mobile à mobile, et donc dans quelques mois on fera du fixe à mobile. Mobile à fixe, mobile à mobile, fixe à mobile. Donc oui, et alors, merci Bertrand, parce que tu as parlé d'ubiquité, donc le produit s'appelle Uniquity. Il est bien dessiné dans ce sens-là, et c'est comme ça que ça se développe. Merci. Alors, dans le domaine de la visio, on utilise tous, qui utilise FaceTime, les Google Hangouts ou Skype à titre personnel? Ouais, ah, c'est pas tant que ça finalement. Est-ce que vous... J'ai raté mon coup là. Est-ce que vous pensez que ça tire les usages professionnels, et est-ce que ça a un impact aussi sur les prix? Alors, je sais que oui, parce que vous me l'avez dit. Patrick? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Mais ouais, ça me rappelle. Mais de quelle manière? Ça me rappelle un peu comment étaient je sais pas, il y a quelques-uns des vieux de la vieille là, dans la salle. Je sais pas si vous vous souvenez quand on avait chez nous des beaux téléphones avec des touches, et puis dans notre bureau des vieux trucs à cadran, on n'arrivait pas à faire un transfert. Et la pression a été énorme des utilisateurs extérieurs en disant comment ça se fait que j'ai chez moi un équipement qui marche super bien et que j'ai dans mon bureau quelque chose qui ne marche pas. C'est la même chose. Les gens font du Skype et un peu tout chez eux en perso pour communiquer avec leurs enfants qui sont à perpète les oies. C'est super, on se voit, on communique facilement. On n'est pas gêné par la qualité de service. Si de temps en temps ça se dégrade un peu, c'est pas si grave, c'est pour les enfants. Mais on arrive au bureau et on a... un écran avec lequel on peut pas, et puis généralement d'ailleurs interdit parce que c'est pas bien. Donc oui, il y a une pression de l'extérieur, et tant mieux, pour utiliser et déployer des applications de ce type-là à l'intérieur. Est-ce que ça tire les prix? Pas trop. Ces produits sont gratuits. Ce qui est gratuit vaut son prix, et je pense pas que ça ait tendance à tirer les prix beaucoup vers le bas. Ceci étant, il y a une limite d'acceptabilité de la part des entreprises qui fait que de toute façon, on pourrait pas élever les prix de manière considérable. Bertrand, tu n'es pas tout à fait du même avis sur les prix? Non, moi, nous, on voit vraiment une grosse influence des solutions grand public. Bien sûr, elles démocratisent la solution, elles montrent que ça fonctionne. Ça se base au départ sur une révolution technologique, c'est-à-dire des nouveaux codecs audio et vidéo qui s'affranchissent, je dirais, des faiblesses, des latences et de certains manques de performance des liens data et de l'Internet. C'est ça qui est révolutionnaire. Et derrière, donc, ça fonctionne, tout simplement. Et nous, ce qu'on voit et ce que nos partenaires intégrateurs, opérateurs nous disent, c'est est-ce que vos solutions sont au moins de cette qualité, et quel est le modèle économique? Et moi, je pense qu'il va y avoir une très forte pression sur les prix. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que monétiser les solutions de communication unifiée dans la chaîne de valeur, c'est très compliqué. Tout le monde les veut, tout le monde veut voir des jolis démos, personne ne veut payer, ou en tout cas très peu. Donc il y a une grosse pression sur les prix, et on voit les modèles freemium de ces acteurs-là, Google Apps for Enterprise, etc., qui arrivent au moins sur le bas de marché, et qui mettent vraiment une pression sur les prix et une pression sur la qualité. Donc je pense que ça pousse vraiment le marché dans cette direction. Le deuxième point, c'est la simplicité de déploiement. C'est disponible dans le cloud public, ça s'active très vite. Il ne faut pas que les canaux et les intégrateurs soient un frein sur cette chaîne de valeur. Il faut une rapidité d'exécution. Le try and buy. Effectivement, pour le try and buy, la camionnette, c'est pas le mieux. Mais il faut en profiter, il faut le proposer. Est-ce que le try and buy est proposé par les acteurs du cloud et les fournisseurs de services? Il faut vraiment appliquer au business model les avantages technologiques sous-jacents des solutions.
que moi je suis dans la même ligne. Skype, Google Hangouts, tout ça, c'est une formidable opportunité pour nous parce que les jeunes qui arrivent dans l'entreprise veulent utiliser ce type de solutions. Et nous, là, on va dire oui, mais il vous faut du cryptage. Oui, il vous faut une solution interopérable avec les autres outils de communication du marché. Et donc, oui, il va falloir abandonner ces solutions et vous tourner vers, par exemple, la nôtre. Donc ça, c'est absolument certain. L'impact sur les prix aussi, je pense qu'il y a quand même un impact sur les prix. Et justement, le fait de développer des offres cloud publiques en particulier nous permet, nous aussi, de fournir à l'entreprise une solution qui économiquement sera viable et en tout cas aura un impact sur les coûts de l'entreprise beaucoup plus faible en termes d'investissement. Donc voilà. Merci. Il nous reste 5 minutes à peu près pour terminer notre table ronde. On voit de plus en plus d'usage de visioconférence. Alors, je ne vais pas dire de visioconférence, de communication visuelle avec un tiers, client, fournisseur, partenaire, au travers d'applications métiers, au travers de CRM, etc. Donc, je me souviens, dans nos échanges, je ne sais plus lequel des trois m'a dit, ce qui est important, c'est qu'on ne quitte pas son environnement de travail et que finalement, quand j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un, hop, je suis dans mon Salesforce, je suis dans mon application métier, je suis dans mon CRM, quel qu'il soit, et voilà, je communique là-dessus. Est-ce que c'est une tendance forte que vous voyez et qui va impacter beaucoup justement la communication, qui va faire que des acteurs comme Sidecall, par exemple, ont un rôle grandissant à jouer? Alors effectivement, on avait évoqué ce sujet-là. Ça fait partie de la simplification de l'usage, c'est-à-dire une interface globale, un portail. Et ce portail, en fait, pour une entreprise dans n'importe quel marché vertical, elle a déjà un métier. C'est pas juste de communiquer, elle communique pour son métier. Donc c'est de rajouter cette communication temps réel dans son portail métier. Donc on travaille sur ce sujet avec Sidecall, qui par ailleurs a aussi des déploiements importants dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance, sur de l'assistance temps réel, sur de l'agent enrichi, si je puis dire, sur l'accueil et l'accompagnement de l'usage. Donc ça renverse l'usage, c'est-à-dire que c'est plus la communication qui essaye de venir se brancher sur la partie télécom, avec les identifiants télécom traditionnels, les numéros, etc. C'est une relation web, une relation e-commerce, une relation de contact center élargie à la vidéo en temps réel. Ça, c'est une évolution assez rapide et où, sur cet aspect-là, il y a une pression sur les prix qui est beaucoup moindre, puisqu'il y a vraiment une création de valeur par rapport à un marché vertical donné. Merci. Hugues, est-ce que ça change votre approche du marché ou est-ce que vous vous positionnez justement sur de tels outils? Alors, à la base, notre offre, c'est une offre, je dirais, assez générique de communication d'entreprise qui est censée justement être accessible à tous, offre publique de cloud. Après, si on regarde l'aspect poste de travail, alors on développe des plugins qui vont pouvoir s'installer sur le client Outlook, sur le client Google Calendar par exemple, et qui vont permettre, en cliquant sur ce plugin, d'accéder à cette communication. L'environnement métier est évidemment un élément à prendre en compte, et je dirais que nous, aujourd'hui, on l'adresse de façon je dirais, plus générique à travers notre offre. Merci. Patrick, de la même manière, tu intègres tous ces aspects de collaboration dans ton offre? Oui, alors bien sûr, négliger l'environnement Microsoft serait une erreur. Négliger celui de Salesforce aussi et pas mal de CRM aussi. Donc bien entendu, il y a des plugins et des liaisons qui permettent d'intégrer et de faire du click-to-call, du click-to-vidéo, etc. dans nos offres. Non, pour répondre à la question initiale, je suis intimement persuadé que des morceaux de nos technologies iront chez des éditeurs de sites web, de manière à pouvoir établir, de manière un peu inverse d'ailleurs à ce qui se passait avant, la communication. Quand vous êtes sur un site web, quand vous avez envie de communiquer avec l'opérateur, vous cliquez sur un bouton et puis on vous rappelle. Alors ceux qui sont très efficaces vous rappellent dans les quelques secondes, ceux qui le sont un peu moins vous rappellent 1 heure après, et bon, vous n'êtes plus là, quoi. Ou vous n'êtes plus sur votre PC, vous êtes parti ailleurs, etc. Je pense que quand on aura intégré des technologies WebRTC dans des sites web,
quand on cliquera sur un bouton, finalement, c'est l'inverse qui se passera. Je vais établir une communication WebRTC vidéo, pour le coup, avec ou pas. D'ailleurs, si je suis chez moi avec un vieux t-shirt tout pourri, je vais peut-être cliquer sur le bouton voix, mais pas cliquer sur le bouton vidéo. En tout cas, je cliquerai sur une communication qui sera immédiatement établie, avec un opérateur qui sera un opérateur de l'entreprise. Alors si c'est la Redoute et que j'ai besoin de regarder le détail d'un pantalon, il pourra peut-être me le montrer s'il a tout son stock de pantalons. Si c'est une compagnie d'assurance, il pourra m'expliquer de vive voix et visuellement les avantages de son contrat d'assurance. Mais surtout, il va se passer quand même deux choses. La première chose, c'est que je n'envoie pas de numéro de téléphone. Donc on ne peut pas me rappeler. C'est quand même un point important. On peut penser à des utilisations aussi dans des mondes comme les VTC. Alors je ne parle pas du Berpop, surtout pas, on ne va pas recréer de polémique, mais quand vous appelez un VTC, je suis sûr que là dans la salle, si je me demande combien d'utilisent, là on va avoir beaucoup de mains qui vont se lever. Quand vous appelez un VTC, vous envoyez votre numéro de mobile. Et le gars, il vous appelle sur votre mobile. Si sur votre mobile vous avez une application WebRTC, finalement vous n'envoyez rien et le chauffeur, il n'a pas votre numéro de mobile. Donc, on entre dans des domaines de sécurité au sens large. C'est-à-dire, je ne donne pas mon identité, je n'envoie pas mes numéros, on ne peut pas me retrouver. Mais aussi de sécurité de fonctionnement, parce que tout ça, c'est bien joli, comme ça, quand on dit ça comme ça. Mais derrière, vous avez quand même besoin d'un opérateur de télécom. Parce que cette application-là qui communique avec tout le monde, il faut qu'elle soit gérée, il faut qu'elle soit aussi gérée sérieusement. Et donc, il y a derrière quelqu'un qui va opérer l'ensemble et qui va aussi assurer les questions, 1, de sécurité, et 2, de qualité de service. Merci beaucoup, Patrick. Alors, le WebRTC, beaucoup de choses intéressantes. Néanmoins, si on regarde, Hugues m'a envoyé un slide intéressant que je vous invite à regarder. C'est sur quel site ? Easy Try WebRTC ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on voit tout simplement voir l'adoption de WebRTC sur les différents navigateurs Internet. Bon, clairement, Google Chrome, Opera sont complètement à la pointe. Internet Explorer, il y a encore, et Safari d'ailleurs aussi, il y a du travail à faire. Donc du coup, c'est pas encore l'ubiquité, c'est pas ouvert partout, etc. Donc, Enfin, néanmoins, on travaille pour développer des plateformes qui sont WebRTC ou WebRTC-like, donc sur Google Chrome bien évidemment, mais aussi sur Internet Explorer, et nos clients de communication sur PC évoluent en tout cas sur un mode web, avec une base WebRTC, même si le standard n'est pas encore... il arrive, mais il prend un petit peu de temps, quoi. Merci Hugues, merci messieurs. WebRTC-like, j'aime ce genre d'expression où on se dit, en fait, c'est pas vraiment du WebRTC, ça reste un peu propriétaire, mais ça y ressemble. Merci beaucoup. C'est le Canada Dry du WebRTC. Je vous prie de remercier vraiment Bertrand Pourcelot, Hugues de Bonaventure et Patrick Bergogneau pour leur présentation. Et j'espère que 40 minutes, ça passe vite, mais j'espère qu'on a néanmoins réussi à répondre à beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci.